la famille, bienvenue dans votre émission Business Insight. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons encore parler du monde du business et avec nous un spécialiste des marchés financiers. Nous allons l'accueillir, Monsieur Cheikh Kourouma. Bonjour Monsieur Kourouma. Bonjour Kenny. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous donc? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci de m'accueillir dans votre émission. De rien. Cette émission, elle est faite pour parler du monde du business et selon votre expertise en tant que spécialiste des marchés financiers, nous allons décortiquer un peu le monde du business. Avec plaisir. Voilà. Donc, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui nous regardent? Oui, bien sûr. Je m'appelle Cheikh Ahmed Tidiane Kourouma, j'ai 34 ans, je suis d'origine guinéenne et je vis en France. Je suis ingénieur en informatique et ingénieur financier et j'exerce principalement dans le monde, dans l'univers des marchés financiers. Voilà. Et j'ai deux petits garçons. Oh, c'est mignon ça. D'accord. Quel a été le parcours ou quel est le parcours de Monsieur Kourouma? Alors, de manière exhaustive ou succincte? Comme vous voulez. Alors, j'ai quand même eu, je commence très rapidement, j'ai eu un parcours très riche et très intéressant. J'ai quelque chose qui me particularise, c'est vraiment l'envie d'être le meilleur. J'ai toujours voulu être le meilleur. Ça, c'est quelque chose que je tire de mon père et qui fait que tout le long de mon parcours, j'ai systématiquement cherché à être parmi le top, quoi. Déjà à l'école primaire, puis le collège et ensuite au lycée, puis j'ai fait des études scientifiques, plutôt mathématiques, physique. Je suis venu poursuivre mes études de la Guinée en France, plutôt pour faire des mathématiques appliquées. J'ai fait un master, d'abord un bachelor en mathématiques. Ensuite, c'était la crise de 2007-2008, c'était la crise des subprimes, avec le fonds Abacus de Fabrice Tour, qui est un centralien. Du coup, je me suis rendu compte à quel point les marchés financiers impactaient l'économie mondiale dans son ensemble, en fait, au niveau bachelor. Mais là, j'étais partagé entre mon appétence pour l'informatique et cette nouvelle passion qui était la finance. Donc, au final, j'ai fait un parcours d'un diplôme d'ingénieur en informatique, puis j'ai repris mes études en finance ensuite, quoi. Voilà. Et j'ai intégré ensuite le monde de la banque d'investissement, d'abord chez BNP Paribas, puis chez HSBC, ensuite Société Générale et diverses banques d'investissement dans lesquelles j'ai été amené à travailler. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes aussi quantitative trader. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste d'être quantitative trader? Bien sûr. Alors, pour vous résumer, un trader quantitatif, d'abord un trader, d'abord les marchés financiers, c'est un lieu de confrontation entre l'offre et la demande. Un lieu de confrontation dématérialisé. Donc, il y a des acteurs qui ont des besoins, soit de matières premières, soit de dettes, comme les États par exemple, ou d'investir dans des actions comme des actions de Facebook, de Google, de Amazon. Et ces acteurs, en fait, passent par les marchés financiers pour pouvoir acheter ce dont ils ont besoin, les actifs dont ils ont besoin. Donc, sur ce lieu de rencontre, qui est ce marché financier international, les commerçants, les market makers, les faiseurs de marché sont les traders. Donc, c'est eux qui achètent et qui vendent et qui essaient de gagner ce qu'on appelle un spread. Donc, une marge entre l'achat et la vente. Moi, issu de mon background qui est très technique, qui est très quantitatif, ce que je fais au quotidien, c'est développer des modèles informatiques et mathématiques qui permettent de prédire dans quelle direction le marché va évoluer. Donc, on peut savoir dans mon travail à l'avance, est-ce que le cours de l'or va augmenter? Est-ce que le cours du pétrole va baisser? Est-ce que il y aura plus de demandes sur Google ou Facebook que sur Amazon, par exemple? Voilà. Ou est-ce que l'euro va s'apprécier par rapport au dollar ou au yen? Donc, mon travail, c'est développer des modèles quantitatifs qui permettent de prédire l'évolution future des marchés. Et du coup, de prendre des positions et d'en tirer des bénéfices. Donc, si je résume en deux mots, minimiser les risques
et augmenter les bénéfices pour un investisseur institutionnel. D'accord, ça marche. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez remarqué dès votre bachelor que le marché financier impactait l'économie. Ce qui va m'amener à vous poser deux questions. La première sera de savoir quelle est d'abord votre opinion sur l'économie africaine, précisément guinéenne, parce que vous êtes d'origine guinéenne, et aussi quelle est la solution que vous préconisez? Quelle est la solution que nous pouvons apporter pour développer cette économie? Alors, l'Afrique, c'est quelque chose qui me passionne déjà. C'est mon continent d'origine, et la Guinée en particulier, qui m'a vu naître. De toute évidence, l'Afrique est le plus grand réserve. L'Afrique a énormément d'atouts. D'accord. Parmi ces atouts, il y a sa démographie. 77% de jeunes. L'Afrique compte 1,2 milliard d'habitants pour 30 millions de kilomètres carrés. D'accord. En 2050, on envisage être à peu près 2,5 milliards d'habitants. Donc, ce qui fait à peu près 1,9 milliard de jeunes. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qu'il est important de noter. Vous donnez des chiffres. Le deuxième point, c'est l'Afrique est le réservoir des ressources naturelles minières et minérales au monde. D'accord. L'Afrique compte des millions de terres arables, dont rien que l'Afrique subsaharienne dans laquelle se trouve la Guinée, il y a à peu près pour 100 millions de terres agricoles exploitables. D'accord. Donc tout ça dresse un tableau très clair, c'est du potentiel de l'Afrique dans son ensemble. La question qui se pose alors, c'est pourquoi, avec toutes ces potentialités, l'Afrique tarde toujours à se développer? D'accord. Donc, moi, les éléments de réponse, je vais être un peu disruptif dans ma réponse. Pour moi, l'Afrique, le 21e siècle est un siècle africain, à condition de répondre à un certain nombre de contraintes. D'accord. De respecter un certain nombre de critères. C'est le développement des infrastructures. D'accord. C'est quelque chose qui doit être principalement assuré par les États et les banques supranationales, ou encore les fonds tels que le FMI ou la Banque mondiale qui nous accompagnent. Plutôt que de passer sur des programmes d'ajustement structurel, ça devrait plutôt être des programmes structurants et structurels profonds qui mettent en place ces infrastructures. Le deuxième point, c'est la lutte contre la corruption. On sait que nos États sont gangrénés par la corruption. Tout à l'heure, on a parlé de démographie avec pour 2 milliards d'habitants, 1,9 milliard d'habitants en 2050. Donc, l'éducation est un vecteur qui est primordial et sur lequel tous les États doivent mettre l'accent. La mise en place de l'état de droit dans les différents pays, parce que impossible pour un investisseur de s'investir dans un pays s'il n'y a pas un minimum de justice équitable, un minimum d'état de droit, et la libre circulation des biens et des services au sein des États africains. Voilà. C'est quelque chose qui me paraît primordial. Et enfin, si je dois dire un dernier point, c'est vraiment l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'avec cette démographie galopante, si on ne résout pas le problème de l'autosuffisance alimentaire, il est clair qu'on va avoir de sérieux problèmes à horizon 2030-2050. Vous êtes quantitative trader, mais pas que. Vous êtes également chef d'entreprise. Le monde a été impacté dernièrement d'une pandémie qui nous a fermés. L'économie aussi a été très, très impactée. Donc, dans ce climat économique, comment est-ce qu'un chef d'entreprise se relève? Comment est-ce qu'il arrive à gérer? Alors, c'était vraiment très déstabilisant, je vous le concède. D'abord, j'exerce dans deux types d'entreprises. La première, c'est une entreprise de conseil, de consultant en banque d'investissement. Tout à l'heure, je vous ai dit que je travaille en tant que quantitative trader et analyste quantitative au sein de banque d'investissement. Ce que je fais également, c'est placer des consultants parce que c'est des profils qui sont énormément recherchés, approchés généralement par des chasseurs de tête, parce qu'il faut répondre à un certain nombre de skills que sont la maîtrise des outils informatiques, des mathématiques et de la finance. Du coup, c'est des profils extrêmement recherchés. Donc, j'ai une société de conseil qui place des consultants au sein de banques d'investissement, que sont HSBC, Société Générale et diverses banques d'investissement. Donc ça, c'est une activité que j'exerce. J'ai également une start-up qui exerce dans le domaine du mobile money, qui s'appelle Silly Money.
et qui fait également du transfert d'argent international entre les différents pays. Le but de ce projet, à terme, horizon 10 ans, c'est vraiment d'aboutir. J'aimerais bien créer ma propre banque d'investissement, sauf que pour tout projet, il faut des échelons et commencer quelque part et suivre un fil conducteur. Donc, il est clair que la pandémie a joué un rôle prépondérant. La première, c'est que déjà, en Afrique, on manque énormément de capitaux pour pouvoir investir dans les entreprises. La deuxième, c'est qu'on manque de ressources humaines compétentes. La plupart des personnes hyper bien formées sont à l'extérieur et exercent dans les pays extérieurs. Donc, si en plus de ça vient se greffer une pandémie, ça devient très compliqué. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est des outils pour pouvoir travailler en remote. J'ai embauché principalement dans divers pays africains, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Kenya, des développeurs qui travaillent avec moi sur mon projet de Silimoni, en l'occurrence. Et c'est toute une réorganisation qui permet de prendre en compte les différents fuseaux horaires et les différentes cultures de chaque pays. Quelque part, la pandémie a quelque chose de bon, parce que même moi, dans mon quotidien en tant que trader, désormais je travaille en remote en fait. Donc je me suis complètement full équipé pour pouvoir travailler en remote. Et c'est quelque chose qu'on appréhendait énormément parce qu'on travaille avec des données très sensibles, c'est des données de banque d'investissement. Au quotidien, on manipule des milliards des banques d'investissement. Donc, de rapporter ces données si sensibles à la maison, c'est quelque chose qui était vraiment bloquant, en fait. Et la pandémie nous a contraints à outrepasser cela. Et aujourd'hui, ça se passe très bien et on est en full remote ou en remote 3 ou 4 jours par semaine, et c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs et qui se passe finalement très bien. Et même les investisseurs, comme je le disais tantôt, ils ont pris l'habitude de faire leur due diligence à distance, d'investir et d'injecter du capital à distance, et ils ont juste besoin, c'est plus des outils de reporting, de time tracking qui se développent et des morning meetings par exemple, ou des evening meetings pour pouvoir donner les statuts sur les avancées. Voilà, c'est plus des aspects comme ça, plutôt managérial de la ressource, qui se sont développés et qui permettent de finalement s'en sortir très bien dans la gestion des entreprises. Ok, donc vous êtes chef d'entreprise, ce qui va m'amener à retourner sur un sujet qui est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat se développe. De plus en plus de personnes se dirigent vers ce domaine. De plus en plus de personnes essaient de se développer dans ce domaine et essayent également. Et nous voyons que, vu que plus en plus de personnes se tournent vers l'entrepreneuriat, nous avons un manque de personnes dans les administrations publiques. Ce qui m'amène à vous poser cette question, à savoir, est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat aurait une valeur ajoutée à notre économie, ou elle aurait un aspect négatif sur les administrations publiques? Alors, c'est une bonne question, et vous avez remonté un point négatif très sensible, c'est que tous les profils très compétents sont soit à l'extérieur pour la plupart, c'est-à-dire de nos pays, soit ils préfèrent se diriger vers le privé parce que c'est largement plus rentable que de travailler dans l'administration publique. C'est un point qui est fondamental. Mais pour moi, l'administration publique et l'entreprise n'ont pas la même vocation. D'accord? Ils sont complémentaires. Ils doivent travailler mutuellement. L'État a pour vocation de mettre en place des services régaliens, des services non marchands, de mettre en place des cadres structurels et structurants pour le pays. D'accord? Et donner les grandes lignes, les directives, l'orientation. Les entreprises sont là pour offrir des services. Les services sont catalyseurs du développement, d'accord? Ils sont même le moteur du développement. Donc, les entrepreneurs ont énormément de défis, surtout dans nos pays, d'accord? Il y a énormément de compétition, et la compétition, elle augmente la productivité. Donc, tout ça est un cercle vertueux qui nous amène vers le développement, au final. Donc, pour moi, ces deux sont complètement complémentaires et ils ont vocation à travailler ensemble pour aboutir à tout ce que l'on espère, le développement de notre continent. D'accord. Voilà. Donc, nous savons que actuellement, ils ne travaillent pas ensemble. Chacun travaille de son côté. Les entreprises travaillent de leur côté et aussi les administrations publiques
Donc, que préconisez-vous pour que ces deux secteurs se rencontrent et travaillent ensemble? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors c'est une bonne question. Il y a aussi un autre problème qu'on rencontre, c'est que dans nos pays, pour la plupart, c'est des monopoles qui se créent, d'accord? C'est-à-dire une entreprise qui arrive, qui s'implante et qui finit par avoir la plupart des marchés nationaux. Et ça, c'est aussi un vecteur essentiel à la corruption. C'est quelque chose qui est fondamental au niveau de la corruption parce que, au final, c'est des échanges de chaises musicales entre des gens qui travaillent au sein de ces entreprises et qui sont tantôt nommés au sein des gouvernements. Donc, il faut vraiment qu'on crée des cabinets indépendants ou même des cabinets étatiques ou des sociétés mixtes qui ont vocation à contrôler un peu les échanges qui se font entre les entreprises et le secteur public. Et aussi, si on prend le cas de la Guinée, d'accord, un pays avec énormément de potentialités, ressources humaines, on le sait, ressources minières, malheureusement, qui sont exploitées et exportées à l'état brut pour obtenir des devises qui, à mon avis, semblent très faibles, alors qu'en investissant dans des exploitations minières, dans la production minière, on pourrait avoir plus de ressources au profit de nos populations. On n'investit pas assez dans les aménagements agricole par exemple, pour pouvoir passer d'une agriculture sur brûlis à quelque chose de plus vivrière et de plus industrialisé, à de l'agro-business par exemple. Donc, pour moi, l'État doit vraiment fixer le cap, quoi. Il faut que les gens compétents, en l'occurrence vous, en l'occurrence moi, en l'occurrence d'autres compères, acceptent comme un sacerdoce de servir un peu le pays aussi, pour aider à mettre le pays sur les rails, à créer ce cadre structurant et vertueux dans lequel les entrepreneurs vont pouvoir arriver et s'émanciper. Donc, structure de contrôle pour lutter contre la corruption, pour faciliter les échanges, créer des banques publiques d'investissement, comme l'a fait la France par exemple, avec la BPI qui avait été créée par M. Hollande ici, qui permettent de financer l'économie, de financer nos entrepreneurs, parce que les investisseurs étrangers ne peuvent pas financer dans la mesure où le pays n'est pas si sécurisé que ça. Typiquement, ces 15 dernières années, on a eu au moins 3 à 4 chefs d'État en Guinée qui se sont enchaînés. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à créer un cadre vertueux dans lequel les entreprises vont pouvoir s'émanciper et développer tout ce que j'ai cité tantôt, les infrastructures, la lutte contre la corruption, l'état de droit, l'éducation pour la main-d'œuvre qualifiée et l'échange entre les différentes régions et villes de nos pays. Voilà. D'accord. En tant que spécialiste des marchés financiers et chef d'entreprise, est-ce que vous avez déjà fait, comment on appelle ça, une affaire en Turquie? Est-ce que vous connaissez le marché turc, le marché financier turc? Alors, je suis également chercheur, j'en ai pas parlé. Je suis chercheur en intelligence artificielle, d'accord. Je reviendrai pourquoi j'ai précisé ce point tout à l'heure. Le marché turc, d'abord la Turquie. La Turquie est un pays qui me passionne et qui est, parce que déjà par sa géographie, un pays situé entre l'Europe, l'Asie, l'Arabie, la Turquie, elle excelle dans la virtuosité de son ingéniosité dans le travail, dans sa technique, dans le respect des normes de production, dans le respect de la coopération entre les pays avec lesquels ils échangent. Il est clair que pour moi, c'est une chance pour l'Afrique de coopérer avec la Turquie. Et inversement aussi pour la Turquie qui a besoin de nouveaux marchés et qui a besoin de s'ouvrir au monde extérieur. Il n'y a pas de plus grand marché que le marché africain aujourd'hui si on a envie de s'ouvrir au monde extérieur. Donc, moi, je m'intéresse très fortement à la Turquie et c'est un pays, si l'opportunité se présente dans les années à venir, dans lequel je compte vraiment exercer ou faire trouver des partenaires ou des partenariats, quoi.
D'accord, d'accord. Parce que le marché turc, actuellement, il s'ouvre peu à peu. Nous le voyons, il s'ouvre beaucoup au marché africain aussi. C'est pourquoi je vous ai posé la question à savoir, est-ce que vous connaissez le marché turc? C'était pour savoir, selon vous, si vous pensez que le marché turc serait un marché bénéfique pour l'Afrique. Alors, comme je le disais tantôt, oui, pour moi, c'est clair que c'est un marché qui est bénéfique pour l'Afrique. La Turquie, alors voilà ce que la Turquie est fondamentale. La Turquie ne fait pas partir de ces pays qui disent hello, je suis là, regardez-moi, comme le font la plupart de nos États. Nous avons des matières premières, nous avons des richesses, regardez-nous, intéressez-vous à nous. La Turquie, c'est un pays qui fait, c'est des doers, c'est des pays qui prouvent qu'ils sont capables en montrant l'exemple. Il y a encore 5 à 10 ans, c'était des premiers immeubles turcs qui apparaissaient dans notre pays, la Guinée. Aujourd'hui, on a des immeubles turcs de partout. Ils sont dans l'industrie, ils sont dans la machinerie, ils sont dans la décoration d'intérieur, ils sont dans l'immobilier, ils sont dans tous les secteurs. Et c'est un pays qui force le respect. Donc, il est clair que le marché turc, il y a 2 ou 3 ans, c'est quelque chose que j'entendais de très loin et qui suscitait de très loin mon attention. Et aujourd'hui, elle a toute mon attention et moi particulièrement, je compte m'y rendre très prochainement pour voir quelles possibilités de coopération on peut y faire. Et pour moi, oui, l'Afrique devrait continuer à collaborer avec la Turquie et inversement. C'est un cercle vertueux et gagnant-gagnant pour tout le monde. D'accord. Nous avons parlé tout à l'heure de l'économie africaine qui a besoin de ressources et nous avons parlé de l'entrepreneuriat. Et dans votre discours, j'ai un peu entendu quelque chose qui se rattachait un peu à la diaspora. Quand vous avez dit que les entreprises, les entrepreneurs, les gens doivent rentrer pour essayer de travailler en cohésion avec l'administration publique, ce qui va m'amener à vous poser la question à savoir qu'est-ce que vous direz à la diaspora? Si je dois résumer en 3 phrases, la diaspora doit avoir ses racines dans son pays d'origine, son tronc en Afrique et son feuillage dans le reste du monde. On souffre beaucoup d'un déficit de crédibilité, nous, parce que très souvent, des prédécesseurs ne nous ont pas forcément créé une image positive, sérieuse, dynamique. On passe souvent pour des fêtards, des gens qui n'arrivent pas à tenir le sérieux sur le très long terme. Maintenant, fort de nos diplômes, fort de nos expériences, fort du background de nos prédécesseurs, il faut vraiment qu'on s'évertue à orienter notre énergie vers notre continent. Orienter notre énergie vers notre continent ne veut pas dire qu'il faut rentrer tous et abandonner ce qu'on fait dans le pays dans lequel on vit, mais je ne peux prendre d'exemple que sur moi-même. Je suis là et pourtant je crée de l'emploi dans mon pays et même dans d'autres pays africains. Tout à l'heure, je disais que j'embauchais des gens au Ghana, au Kenya, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Je pense que chacun de nous est capable de créer de la valeur ajoutée dans nos continents. Et pour ceux qui en ont la possibilité, au niveau familial, de rentrer sur le continent et contribuer à l'essor enfin de notre continent. Donc, persévérance, sérieux, racine au pays, tronc en Afrique et émancipation sur le monde extérieur, et dans la Turquie en particulier. D'accord, merci pour le mot pour la Turquie. En tant que chef d'entreprise, quel est le conseil que vous donnerez à tous ces jeunes qui rêvent d'être chef d'entreprise également? Alors, il y a différentes raisons pour être chef d'entreprise. Moi, une des raisons, tout à l'heure, je vous ai dit dans mon parcours, c'est l'envie d'être le meilleur. D'accord? Être le meilleur me donne toujours envie de me surpasser. D'être dans un environnement compétitif, vu que j'ai envie d'être le meilleur, je finis par me surpasser et me démener. Donc, il y a une forme de besoin d'accomplissement.
d'accord, de la pyramide de Maslow. Quand on prend la pyramide de Maslow avec le besoin physiologique au départ, au niveau 5, il y a le besoin d'accomplissement. Pour moi, être chef d'entreprise, c'est une forme d'accomplissement. Et puis, c'est une forme, j'aime beaucoup être out of the box. Vraiment ne pas être dans une case où je suis dans un salariat avec des horaires fixés, quelqu'un qui m'impose mes vacances, ainsi de suite. J'ai besoin de m'exprimer. Et l'entrepreneuriat est quelque chose qui me permet à la fois de m'exprimer, out of the box, qui me permet de me dépasser. Il y a une telle compétitivité que ça me pousse à m'inventer et à me réinventer. Et aussi, il ne faut pas oublier que chaque personne individuelle crée une valeur ajoutée. Le PIB, qui est le produit intérieur brut d'un pays, est la somme des valeurs ajoutées. Et l'entreprise est un peu un gâteau qui vient livrer tout près la somme de ces petites valeurs ajoutées. Donc, moi, je pense qu'ayant les skills, les skills qu'il faut, la personnalité que j'ai, l'entrepreneuriat était un vecteur qui me paraissait naturel, en fait. Donc, je conseille à toutes les personnes qui se sentent capables et qui ont ce potentiel en eux, de passer en entrepreneuriat. Mais attention, l'entrepreneuriat, le but, c'est de répondre à un défi, de solutionner un problème. Et pas juste de dire j'ai créé mon entreprise. Donc, pensez à résoudre d'abord, à trouver votre problème, à résoudre votre problème, et votre entreprise est une réponse au problème auquel vous vous serez attelé. Voilà. Après, persévérance, c'est le mot-clé. D'accord. Donc, notre interview tient à sa fin. Avant de clôturer, est-ce que vous avez un dernier petit mot? Oui, déjà je vous remercie pour votre invitation. Merci. Je ne m'y attendais pas parce que j'ai été approché il n'y a pas si longtemps de cela. Je suis très heureux d'avoir pu véhiculer les quelques messages que j'ai pu véhiculer. Je vous convie et je vous invite à continuer dans ce sens, à inviter des entrepreneurs africains pour les laisser s'exprimer, mais aussi des politiques, et à mettre en place aussi des débats de confrontation d'idées, parce que de la confrontation d'idées peut émaner le génie, en fait, parce que une personne, c'est un cerveau, 10 personnes, c'est 10 cerveaux, et moi, j'y crois, comme je l'ai dit tantôt, à l'Afrique et à son émancipation. On en parle depuis très longtemps, et je pense que le futur d'antan, c'est le présent d'aujourd'hui. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation, d'avoir participé à l'émission. C'était avec grand plaisir que je vous ai reçu sur notre plateau. Le plaisir était complètement partagé. Vraiment, merci d'avoir partagé votre expertise avec nous selon votre niveau de chef d'entreprise et de quantitative trader. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'émission tient à sa fin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Réinvitez-moi quand vous voudrez, soit sur des débats spécifiques, soit sur des points de vue généraux, comme ce fut le cas aujourd'hui, soit sur des questions politiques ou économiques ou financières. Je serai toujours la bienvenue dans votre émission. Merci beaucoup et je garde ça en tête. Alors la famille, notre émission tient à sa fin. Merci d'avoir été là avec nous. Nous nous retrouverons très bientôt pour d'autres épisodes, toujours dans le monde du business. Au revoir.